Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans le cinéma Les 7 Parnassiens, l'un des cinémas les plus mythiques parisiens. Ils m'ont ouvert leurs portes pour vous présenter ma nouvelle série autour du cinéma français. Dans cette nouvelle série, je vais recevoir tous les réalisateurs français, mais attention, uniquement les réalisateurs de cinéma. Dans cet épisode, je vais vous présenter mon entretien avec Michel Mons. Amis cinéphiles, je vous souhaite une bonne séance. Et je veux adapter ce livre au cinéma. Racontez-nous cette folle aventure. L'argent était assez tabou, plus de 20 000 euros par mois. Une Moi, je manière me dis efficace de c'est travailler. mieux un film à deux qu'un film tout seul. Oui, bien sûr. La morale de vos films, c'est de dire que l'argent devient un problème quand il est pas lié au travail. Non. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas avec 10 000 euros par mois. Si vous avez un conseil à donner justement aux jeunes qui veulent se lancer en tant que réalisateur, ce serait quel conseil? Je pense qu'il faut faire du cinéma parce qu'on a vraiment envie de raconter quelque chose et ne pas hésiter à raconter des choses les plus personnelles parce que c'est comme ça qu'on touchera le plus grand monde. Alors Michel Mons, quand vous étiez petit, enfant, vous avez toujours été passionné par la musique, vous vouliez être compositeur. Absolument. Ouais, c'était vraiment mon rêve. J'avais un groupe de rock. J'habitais Grenoble, où je m'ennuyais quand même dans cette ville. Et je faisais de la musique. Quand j'ai eu 17 ans, le groupe a commencé à faire un peu parler de lui. On a fait quelques festivals, on a même enregistré à l'époque à 33 tours. Et le problème, c'est que mon bassiste était plombier, électricien, mon saxophoniste était accordeur de piano. Et donc, quand je faisais des répétitions, parfois ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils avaient du travail. Et moi, j'étais un peu étudiant. Voilà, je pouvais faire ce que je voulais et je ne comprenais pas que mes camarades ne viennent pas aux répétitions. Et d'ailleurs, quand vous arrivez à Paris, vous vous lancez dans la musique, vous travaillez avec les futurs musiciens de Sting. Sting qui est quand même un célèbre chanteur. Alors, oui, j'ai travaillé, enfin j'ai une chance folle, j'ai donc enregistré des chansons pour une jeune fille chanteuse à Grenoble qui s'appelait Laurie Destal. Et les chansons ont atterri dans une maison d'édition qui s'appelait Chapelle Warner. Ils m'ont proposé un contrat et comme mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musique, l'éditeur, j'étais très flatté, est venu à Grenoble me chercher. Okay. Et voilà. Et donc je suis parti, j'ai enregistré un disque avec Laurie. Et, avec Laurie avec Laurie Destal, donc pas okay. Laurie. D'accord. Okay. C'était il y a longtemps, en 1982 ou 3. Et c'était une chanson qui s'appelait Frivole de nuit. Et qui était très dansante et qui est devenue un peu culte, si on peut dire, parce qu'elle a fait partie d'une sorte de compilation il n'y a pas si longtemps, des chansons des années 80. Et je l'ai même entendue par hasard, alors que j'étais à vélo dans Paris, cette chanson, au casque d'un vélo voisin, à qui j'ai dit « mais qu'est-ce que vous écoutez ?» Il m'a dit « Frivole de nuit ». C'était incroyable et qui faisait il y a quelques mois. Oui, c'était assez étonnant. Et donc pour faire les maquettes de cette chanson, on vient aux questions, Chapelle m'avait trouvé les musiciens. C'était à l'époque les musiciens de Michel Jonas. Et ce sont devenus ensuite des musiciens. Notamment, j'avais comme batteur Manu Katché, qui est devenu le batteur de Sting et de plein d'autres. Enfin, il a été de Peter Gabriel, de plein de gens. Voilà, j'ai commencé à faire des chansons pour les uns et les autres. Voilà, j'ai fait un peu de pub, j'ai commencé à vivre de ma musique. Et au moment où ça commençait à marcher, où mes parents avaient l'air de se rassurer sur mon avenir, j'ai eu une sorte de chagrin d'amour et j'ai décidé d'arrêter pour écrire un roman. Okay. Vous avez peut-être eu aussi des mauvaises expériences car Bruno de Stabenrath m'a dit que quand vous étiez venu à Paris, vous avez fait confiance à un producteur escroc, Marc Sanders. Ah, il a donné le nom. Racontez-nous cette folle aventure. Alors, escroc, non, c'était pas un escroc, je dirais. Non, c'était quelqu'un qui nous a emmenés, Bruno et moi. J'ai rencontré Bruno de Stabenrath, je lui ai écrit des chansons, dont une qui s'appelle Touche pas mes idoles, et qui plaisait bien, et un producteur, donc ce Marc, nous a attrapés, nous a dit je veux enregistrer cette chanson. Il nous a emmenés en tournée, c'était des tournées énergie à l'époque. On partait avec d'autres vedettes, c'était super, on allait partout et lui avait vraisemblablement beaucoup d'argent, il dépensait beaucoup d'argent, il invitait les gens à dîner, il était d'une générosité incroyable, il a enregistré cette chanson dans des conditions assez luxueuse, et puis un jour il a disparu. Voilà. Et j'ai retrouvé sa trace par hasard quelques mois plus tard, enfin même peut-être 1 ou 2 ans plus tard,
et j'ai compris qu'il était avec une femme et un bébé et qu'il avait une autre vie et que vraisemblablement sa famille n'était pas au courant il a fait comme une sorte d'escapade dans le milieu du showbiz pendant 1 an où il s'est régalé, mais on n'a plus de nouvelles. À titre personnel, je fais de la musique. Et c'est vrai que moi, les producteurs, je fais pas confiance aux producteurs et je suis en autodidacte, je me produis toute seule. Et c'est vrai que le milieu de la musique, des fois, il faut faire attention. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les artistes peuvent être tout seuls pour enregistrer, ils peuvent le faire chez eux, ils peuvent vraiment faire des choses extrêmement sophistiquées chez eux. À l'époque, on ne pouvait rien faire, il fallait aller en studio, ça coûtait très cher. Moi, je fais même mes maquettes dans l'avion, sur mon téléphone. Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'aujourd'hui. Après, bien sûr, j'ai une équipe qui travaille avec moi, donc j'ai des ingé-sons, des beatmakers, etc. Mais sinon, oui, je fais tout toute seule. Alors, vous avez aussi fait des chansons pour... un titre, je pense, pour Demis Roussos. Oh, je t'aime. J'aime beaucoup d'ailleurs cet artiste. Ah bon? J'ai fait une chanson pour Demis Roussos, moi? Apparemment, oui. Ah ouais? Non, vous n'avez pas fait de chanson pour Demis Roussos? Je sais pas, j'ai cru entendre ça. C'est Benrat qui nous a dit ça. Je suis pas sûr, hein. Et puis en plus. Vous n'avez pas fait de chanson pour Demis Roussos? Non, mais ça fait partie peut-être des gags qu'il a glissés dans ma bio. Ah, peut-être, oui. Non, je crois pas. Non, je crois. Okay. En plus, je devrais normalement dire tout de suite non, parce que je n'ai pas fait non plus des centaines de chansons. Mais non, je ne me rappelle pas. Ok. Vous avez écrit donc un livre, Rock Cacher, qui a eu un immense succès, qui a beaucoup inspiré donc La vérité si je mens. Moi, je suis un juif ashkénaze. Quand je suis arrivé de province en plus, donc quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré par le milieu du show business les gens du sentier, c'est-à-dire les séfarades de Paris. Et je dis souvent, j'ai été élevé dans le judaïsme du malheur, si on peut dire, les ashkénazes avec l'Holocauste, avec les tragédies qu'ils ont connues. Et j'ai découvert le judaïsme du bonheur avec les séfarades, qui étaient des gens extrêmement joyeux, qui sortaient le soir, qui allaient dans les endroits justement où il y avait des vedettes. Et je me souviens que je me suis beaucoup amusé avec eux, et ça m'a plu de rester avec eux. Eux, ça les amusait, j'étais un peu le blanc de service, l'artiste. Et ils travaillaient tous dans les fripes du sentier. J'ai été contacté par des producteurs, et j'ai d'ailleurs comme ça rencontré mon homonyme, qui s'appelle Manuel Munz, qui est un type de Lyon, moi j'étais de Grenoble, qui a eu un parcours scolaire hallucinant. Il était plus jeune bachelier de France, il était énarque, polytechnicien. D'ailleurs, il y en a pas mal qui vous comparent, voilà, qui vous confondent qui me confondent, parce que ma mère, comme il avait des articles dans le Dauphiné et dans le Progrès, qui étaient les journaux locaux, ma mère recevait des félicitations. Et évidemment, ce garçon que je ne connaissais pas me pourrissait. Vous n'avez pas de lien familial? Mais surtout, il me pourrissait mon adolescence, parce qu'à chaque fois, on me prenait pour le successful, alors que je foutais rien en classe. Et un jour, j'étais à un mariage, et il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Bonjour, je m'appelle Manuel Munz, j'ai acheté ton livre et je veux adapter ce livre au cinéma. Et donc, je veux acheter les droits de ton livre. » Et là, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit « Je tiens ma revanche. » C'était une très bonne... Ouais, non, c'était sympa. J'ai une petite question, ça vous dérange d'être comparé à... qu'on vous confonde avec Manuel Munz? Non. Non? Me confondre, ça non. Ça vous a jamais dérangé? Non, non. D'accord. Est-ce que c'est plus dur d'écrire un livre ou un scénario? Franchement, c'est plus difficile d'écrire un scénario. Okay. Je pense qu'en général, le scénario, c'est plus difficile que le livre. C'est pas que je mets de la facilité dans la littérature, mais non, c'est-à-dire qu'un livre, on est seul avec soi-même et son style, son histoire, mais son histoire, on peut la raconter de la façon qui nous plaît, et cette façon-là passera. Et je pense qu'un scénario, les règles du scénario sont quand même difficiles à subvertir, et elles sont difficiles à maîtriser, voilà. Et surtout, je trouve que c'est très difficile d'écrire un scénario tout seul. C'est pour ça qu'avec Gérard, on s'est très bien entendu, surtout la comédie, parce que c'est très compliqué de se faire rire. Et au moins, quand on sort une vanne, si l'autre rit, on sait que ça marche. Alors, vous écrivez aussi des musiques de vos propres films.
Donc, très polyvalent. J'ai retrouvé mon... En fait, la réalisation est venue plus tard. On a écrit donc le premier Vérité si je mets ensemble, quelques années plus tard, et j'ai rencontré par hasard à la piscine un des producteurs qui est devenu un des producteurs de La Vérité. Et je lui dis tiens, j'ai un scénario, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui ça paraît évident que La Vérité si je mens c'était un succès, mais quand on l'a écrit, on a passé 4 ans à entendre des gens nous dire mais qui ça va intéresser. Et quelles sont les règles à respecter pour les musiques de films ? J'avais une chance, c'est que j'ai souvent trouvé que les réalisateurs étaient sourds et qu'ils n'entendaient pas les musiques. Quand j'ai travaillé avec d'autres réalisateurs, je me rendais compte qu'ils essayaient de... La plupart du temps, ils proposent à un compositeur, ils lui font écouter une musique je sais pas, de Nino Rota ou de Ennio Morricone, il dit voilà, c'est ça que je veux. Ou alors maintenant de Hans Zimmer. Et ensuite, le compositeur, il ne sait pas quoi faire parce que la musique que le réalisateur veut, elle existe déjà. Et c'est très compliqué d'innover, quoi. En plus, les réalisateurs ont toujours peur que la musique bouffe leurs images. Moi, j'avais pas ce problème. Avec Gérard, on avait fait nos images et la musique, je l'entendais. Vous avez dit, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Exactement. Je vais écrire ma Exactement. propre musique. Et au début, donc, vous pensez ne pas toucher le grand public ? Plus on touche un milieu précis, et plus on accède à l'universel. C'est-à-dire, je crois que ça ne sert à rien d'essayer de faire des films avec Monsieur Tout-le-Monde, parce que ça ne veut rien dire, mais en s'intéressant à un milieu que parfois en France à l'époque, je me souviens, on a reçu des mails ou des coups de téléphone de gens par exemple de Bretagne qui nous demandaient si ce qu'on racontait existait vraiment, si ces gens-là existaient. Donc, c'est-à-dire que la France est quand même une association de villages, il y a toutes sortes de communautés différentes en France, et c'est intéressant d'aller chercher leur rite, leur façon de vivre. Nous, on a essayé celle-là, et je crois que plein de gens se sont reconnus dans ces Juifs du Sentier. Ouais. Et plein de gens même ont voulu les imiter. Je me rappelle que à Neuilly, où j'habitais pendant un moment, je voyais des jeunes gens qui faisaient des soirées Vérité si je mens, qui imitaient. Voilà. C'est assez marrant de voir comment un milieu déteint sur les autres. Et puis il y a autre chose à l'époque, c'est que l'argent était assez tabou en France. C'était aux États-Unis, il n'y avait pas de problème, mais en France, les gens n'aimaient pas montrer leur argent. Et puis, c'est un peu décomplexé. Alors, tous les dialogues ont été de vous, sauf une phrase de Gad Elmaleh. Donc, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais. Votre film « Ah si j'étais riche » raconte l'histoire d'un mec qui joue au loto. Est-ce que La Vérité si je mens, c'est pas comme gagner au loto ? Alors, d'une certaine manière, oui, c'est vrai que c'était surtout l'argent. En fait, l'argent, c'est vraiment le thème de nos films, parce que c'est un thème qui est peu utilisé dans le cinéma, notamment le travail non plus. On voit souvent des films avec des gens qui vivent dans des grands appartements et on ne sait pas comment ils ont gagné cet argent pour vivre tous dans des beaux appartements parisiens. Et nous, ça nous intéresse de savoir comment les gens vivent, parce qu'on pense que c'est des vrais nœuds de comédie. Et donc, pour Ah si j'étais riche, c'est un commercial en cosmétique pour coiffeurs, en shampoing et tout ça. Et moi-même, avec ma coupe de cheveux, je me suis fait passer pendant un moment donné pour un assistant de commercial en cosmétique. Et j'ai fait une tournée avec lui pour voir comment ça se passait le métier. Et pareil, on est allé voir la Française des Jeux pour savoir comment les gagnants se comportaient. Voilà, on a essayé de faire un vrai travail d'enquête. Moi, j'ai une autre question, mais celle-ci, je vais pas l'utiliser, pardon. Alors maintenant, on va passer à l'erreur de la banque en votre faveur, qui est en binôme avec Gérard Bitton. Est-ce que c'est plus dur de co-réaliser ? On a une méthode, comme on aime faire tout sur la réalisation, il n'y en a pas un qui préfère diriger les acteurs, l'autre qui préfère être derrière la caméra. On fait tout un jour sur deux. Donc un jour sur deux, Gérard est mon assistant et un jour sur deux, je suis son assistant et c'est lui le patron le jour et le lendemain c'est moi. Ça s'est bien passé. Il y en a d'autres d'ailleurs qui le font. C'est efficace selon Nakache et Toledano le font aussi. Les frères Dardenne. Enfin, il y a quand même. Et je pense que moi je me dis que c'est mieux un film à deux qu'un film tout seul. Oui, bien sûr. En 2008 sort le film pile en pleine crise économique. C'est vous l'avez provoqué la crise pour la promo. C'est drôle parce qu'effectivement, alors, il est sorti vraiment dans une... Ça a vraiment joué en votre faveur pour le coup. Oui,
Oui, oui, je Ça va pense, être un oui. bien. C'est-à-dire Comme on dit, ça va qu'effectivement, être un bien, oui. c'est devenu un sujet à ce moment-là, alors que faire une comédie sur les banquiers et la crise financière, ça n'aurait pas été simple, et peut-être ça nous a aidés. Ouais. Tous vos films traitent l'histoire d'un mec modeste. Est-ce que vous êtes obsédé par l'argent? Non, mais ce que j'expliquais, c'était que, surtout en France où on fait semblant que l'argent, maintenant moins, mais avant on faisait semblant que l'argent n'avait pas d'importance dans la vie des gens, je crois que c'est le moteur d'une bonne partie de la vie des gens. Donc, et ça révèle tellement de choses sur le caractère des gens. Enfin, un type qui est radin, un type qui est cupide, un type qui est désintéressé, c'est des caractères formidables, quoi. Donc là, que ce soit pour Ah, si j'étais riche, ou c'est un type qui gagne au loto alors qu'il va divorcer, donc d'un seul coup il devient un type mesquin parce qu'il ne veut pas dire à sa femme qui va quitter qu'il est riche parce qu'il a peur de devoir partager cet argent. J'ai une petite Ça question. révèle. Pour vous, il faut gagner combien par mois pour être riche? Je ne sais pas, mais plus que ce que nous dit je sais pas, déjà François Hollande nous avait dit. Pour vous, à partir de combien vous considérez riche Je ne dirais pas un chiffre, mais beaucoup plus que ces sommes-là. Combien à peu près? Je ne sais pas, des gens qui, oui, à partir je sais pas, des gens qui gagnent plus de 20 000 euros par mois commencent à avoir. Et je ne sais même pas si dans cette vie. Donc pour vous, à partir de 20 000 euros. Il me semble, voilà, riche, ça veut dire. Il faut gagner 20 000 euros pour être riche. Je ne mettrai pas un prix. Je dirais qu'il faut gagner de l'argent dont on est sûr qu'une bonne partie, on n'aura pas besoin de le dépenser. C'est-à-dire que, voilà, donc il y a des gens qui ne s'en sortent pas avec 10 000 euros par mois parce qu'ils ont une sorte de folie dépensière, de train de vie qui fait qu'ils ne seront pas riches. Mais il y a des gens, puis il y a des gens qui héritent de choses. Pour quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois, vous le considérez riche ou pas? Non, on est d'accord. Non, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce que la morale de vos films, c'est de dire que l'argent devient un problème quand il est pas lié au travail? Non, pas forcément. Mais il devient un problème quand il abîme notre caractère, quand il abîme notre relation amoureuse ou amicale, quand il abîme notre envie de travailler, justement. Effectivement, je pense que l'argent est un problème lorsque il devient le sujet et non pas, lorsqu'il devient le but et non pas le moyen, quoi. Donc, quand il est le moyen d'obtenir ce qu'on veut, c'est formidable, mais quand il devient le but en lui-même, ça rend les gens plus problématiques. Oui. Ouais, je comprends. Quelles sont les 3 répliques dont vous êtes le plus fier? À peu près. Non, je peux pas te donner de réplique parce qu'il y a des répliques, par exemple, je sais pas, il y a une réplique dans La Vérité 1 qui est Patrick Abitbol montre la bague et dit Montre la bague, chérie. Ce ring. Look. Look. Attention, c'est pas du top, hein. Look the ring. Pour moi, c'est pas une réplique très drôle. Plein de gens faisaient Look the ring à chaque fois qu'ils montraient une bague et tout ça. C'est une réplique qui avait buzzé, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et on sait pas pourquoi. Mais sinon, la plupart du temps, on essaye d'être drôle et puis d'un seul coup, il y a des choses qui sortent et qui deviennent cultes. On ne sait pas pourquoi. C'est magique. C'est compliqué aujourd'hui, justement, par rapport à la comédie. Je me rends compte à quel point l'époque est difficile pour plusieurs raisons. D'abord tout ce qu'on dit, le wokisme, l'effet MeToo, et qui fait que les esprits se rétractent un peu, s'autocensurent, c'est compliqué de rire sans se moquer, il faut faire attention de ne pas se moquer. Donc il y a quand même une insouciance qui s'est perdue dans le fait d'écrire des comédies aujourd'hui. Voilà, il faut... Et en même temps, d'un seul coup, au moment où je dis ça, il y a un film qui cartonne comme au bon vieux temps, justement, avec Artus, qui fait un film avec des handicapés mentaux et qui décroche la timbale. Et c'est le genre de succès qu'on n'attendait plus, justement. Un film qui fait rire et que les gens vont voir et se recommandent. Enfin voilà, donc ça donne confiance à nouveau dans l'idée que les gens auront envie à nouveau d'être ensemble dans une salle pour rire, simplement pour avoir envie de se marrer. Quoi. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Merci beaucoup. C'est la question professionnelle que je suis à traiter.
Merci beaucoup, Merci à vous. Michel Mouns. J'étais ravie de vous recevoir. C'est très enrichissant. Et Ami, j'ai aussi une petite question pour les jeunes qui me suivent. Je voudrais savoir si vous avez un conseil à donner justement aux jeunes qui veulent se lancer en tant que réalisateur, ce serait quel conseil? D'écrire. D'écrire. Il me semble que ce que j'ai retenu, parce que je vois beaucoup on sent que maintenant l'image est primordiale et qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent se lancer dans le cinéma par l'image. Et je crois vraiment que il faut qu'ils écrivent. Et je pense qu'il faut faire du cinéma parce qu'on a vraiment envie de raconter quelque chose et pas seulement de faire du beau ou de faire du novateur avec l'image. D'autant plus que l'IA est là pour nous rappeler qu'elle peut aussi faire ce travail. Donc en revanche, arriver avec son univers, ses envies à soi de raconter le monde. Son vécu, sa créativité. Absolument, oui. Et ne pas hésiter à raconter des choses les plus personnelles parce que c'est comme ça qu'on touchera le plus grand monde. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo.